Dans les archives du château de Prague, conservées sous le code Protocole présidentiel 1997 à 2003, il manque exactement 17 pages. Ces pages concernent toutes le même événement, ce fameux sifflement sur les doigts que Dagmar Havlova a lancé dans la salle Saint-Venceslas, le lieu le plus sacré de la République tchèque, devant les ambassadeurs de 28 pays. Les historiens officiels affirment que ces documents ont été égarés lors d'un déménagement administratif. Mais 3 anciens membres du protocole présidentiel racontent une toute autre histoire. Selon eux, ces pages contenaient les transcriptions exactes des conversations qui ont suivi ce geste. Des conversations si explosives qu'elles auraient pu détruire l'image du couple présidentiel le plus aimé de l'histoire tchèque moderne. Qui a fait disparaître ces documents? Et surtout, que révélait-il vraiment sur ce qui s'est passé dans les coulisses, juste après ce sifflement qui a divisé une nation entière? Pour comprendre pourquoi ce simple geste a provoqué un tel séisme, il faut remonter à l'année 1997, au moment où une actrice de théâtre populaire, connue pour ses rôles dans des comédies légères, est devenue du jour au lendemain la première dame d'un pays qui venait tout juste de retrouver sa liberté après 50 ans de dictature communiste. Dagmar Veskurnova, de son nom de jeune fille, n'avait jamais imaginé qu'elle finirait par vivre dans un château où chaque geste, chaque mot, chaque sourire serait scruté par des millions de regards. Elle était habituée aux applaudissements du public, aux rires spontanés, à la liberté totale de l'improvisation sur scène. Mais le protocole présidentiel, lui, ne laissait aucune place à l'improvisation. Les premières semaines au château ont été un cauchemar silencieux pour Dagmar. Les conseillers en protocole lui ont remis un manuel de 342 pages détaillant exactement comment une première dame devait se comporter. À quelle distance se tenir du président lors des cérémonies officielles, comment incliner la tête devant les dignitaires étrangers, dans quel ordre serrer les mains, et même, détail qui l'a particulièrement choqué, comment sourire sans montrer trop de dents, car un sourire trop large était considéré comme inapproprié pour une représentante de l'État. Une ancienne dame d'honneur, qui a accepté de témoigner sous condition d'anonymat, se souvient de cette période avec une précision troublante. Madame Havlova pleurait presque chaque soir dans ses appartements privés. Elle répétait sans cesse « Je ne suis pas une poupée de porcelaine, je suis une femme vivante ». Mais le lendemain matin, elle devait à nouveau enfiler son masque de première dame parfaite et sourire aux caméras comme si tout allait bien. Le contraste entre sa vie d'avant et sa vie au château était vertigineux. Avant d'épouser Václav Havel, Dagmar gagnait environ 15 000 kouran par mois comme actrice. Un salaire modeste, mais suffisant pour vivre confortablement dans un petit appartement pragois. Elle pouvait sortir boire un café avec ses amis sans que personne ne la reconnaisse. Elle pouvait porter des jeans déchirés et des baskets usées. Elle pouvait rire aux éclats dans la rue sans que cela fasse la une des journaux. Mais une fois devenue première dame, chaque tenue qu'elle portait était analysée par les médias. Chaque mot qu'elle prononçait était disséqué par les commentateurs politiques, et chaque geste spontané était interprété comme un message politique. Les dépenses du protocole présidentiel pour ses vêtements officiels s'élevaient à plus de 2 millions de couronnes par an, une somme qui représentait plus de 11 années de son ancien salaire d'actrice. Cette transformation brutale de femme libre en symbole national, enfermée dans un carcan de règles absurdes, a créé en elle une tension qui ne demandait qu'à exploser. Et cette explosion est arrivée un soir de juin 2001, lors d'une réception officielle au château de Prague, en l'honneur du président français Jacques Chirac. Václav Havel, déjà affaibli par des années de tabagisme et de problèmes pulmonaires, devait prononcer un discours de bienvenue dans la salle Saint-Venceslas. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Les témoins présents dans la salle racontent que le président semblait particulièrement pâle, qu'il transpirait abondamment malgré la fraîcheur de la soirée et que sa main tremblait légèrement en tenant ses notes. Dagmar, assise au premier rang selon le protocole, observait son mari avec une inquiétude grandissante. Elle connaissait ces signes.
Václav était au bord du malaise. Mais le protocole était formel. Une première dame ne devait jamais interrompre une cérémonie officielle, quelles que soient les circonstances. Pourtant, au moment précis où Václav Havel a commencé à vaciller imperceptiblement, un mouvement si subtil que seuls ceux qui le connaissaient intimement pouvaient le remarquer, Dagmar a fait ce que son instinct d'épouse lui dictait. Elle a porté 2 doigts à sa bouche et a lancé un sifflement strident qui a résonné dans toute la salle historique, interrompant net le discours présidentiel et figeant les 230 invités dans un silence stupéfait. Ce geste, qui aurait pu passer pour une simple impolitesse dans n'importe quel autre contexte, est devenu en une fraction de seconde l'un des moments les plus controversés de l'histoire présidentielle tchèque moderne. Car Dagmar n'avait pas simplement sifflé. Elle avait brisé un tabou vieux de plusieurs siècles dans le lieu le plus sacré du pouvoir tchèque, devant des représentants du monde entier. Et elle l'avait fait avec la même spontanéité qu'elle aurait eue sur une scène de théâtre. Les caméras de télévision ont immédiatement coupé la retransmission en direct. Les journalistes présents ont été priés de quitter la salle. Et c'est là que commence le véritable mystère. Que s'est-il passé dans les minutes qui ont suivi ce sifflement? Les versions officielles parlent d'une brève interruption technique suivie d'une reprise normale de la cérémonie. Mais les 17 pages manquantes du protocole présidentiel racontent une histoire bien différente. Selon les témoignages que nous avons recueillis, Dagmar a été immédiatement escortée hors de la salle par 2 agents de sécurité, non pas vers les appartements privés du couple présidentiel, mais vers un petit bureau administratif situé dans l'aile est du château. Un bureau que personne n'utilise jamais lors des cérémonies officielles. Pourquoi ce choix étrange? Qui a donné l'ordre de l'isoler ainsi? Et surtout, qui est venu la voir dans ce bureau pendant les 45 minutes où elle y est restée enfermée? Un ancien membre de la garde présidentielle, qui a accepté de nous parler pour la première fois après 23 ans de silence, se souvient de cette soirée avec une précision troublante. « J'étais posté devant la porte de ce bureau », raconte-t-il, les mains encore légèrement tremblantes en évoquant ce souvenir. J'ai entendu des éclats de voix, des pleurs, et à un moment donné, j'ai distinctement entendu Madame Havlova crier « Je préfère être une mauvaise première dame qu'une veuve ». Cette phrase m'a glacé le sang, car elle révélait quelque chose que nous, les gardes, savions déjà, mais que le public ignorait. Le président Havel était beaucoup plus malade que ce que les communiqués officiels laissaient entendre. Et Dagmar, ce soir-là, avait choisi de sauver son mari plutôt que de sauver les apparences. Mais qui était dans ce bureau avec elle? Qui lui a répondu? Et pourquoi cette conversation a-t-elle été si soigneusement effacée des archives officielles? Les jours qui ont suivi ce sifflement ont été parmi les plus difficiles de la vie de Dagmar Havlova. Les médias tchèques se sont déchaînés. Les journaux conservateurs ont publié des éditoriaux cinglants, avec des titres comme « Une actrice ne sera jamais une dame » ou « Le château de Prague mérite mieux qu'un numéro de cirque ». Les émissions de radio ont organisé des débats enflammés où des intellectuels respectés affirmaient que ce geste avait humilié la nation tchèque devant le monde entier. Des pétitions ont même circulé, réclamant que Dagmar présente des excuses publiques ou, pour les plus extrémistes, qu'elle renonce à son rôle de première dame. Le courrier haineux arrivait par sacs entiers au château. Des lettres anonymes la traitant de paysanne vulgaire, de honte nationale, et même, détail particulièrement cruel, de femme indigne de l'héritage d'Olga Havlova, la première épouse de Václav, décédée en 1996, et considérée comme le modèle absolu de l'élégance et de la discrétion. Mais ce que ces critiques ignoraient, c'est que Dagmar avait peut-être sauvé la vie de son mari ce soir-là. Les dossiers médicaux confidentiels du président Havel, auxquels nous avons eu accès grâce à une source hospitalière qui a requis l'anonymat, révèlent qu'il souffrait à cette époque d'une insuffisance respiratoire chronique sévère,
aggravée par des décennies de tabagisme intensif et par les séquelles de ces années d'emprisonnement sous le régime communiste. Le soir de ce fameux sifflement, sa saturation en oxygène était descendue à un niveau dangereusement bas, 86%, alors que la normale se situe au-dessus de 95%. S'il avait continué son discours, il aurait très probablement fait un malaise en direct devant les caméras du monde entier. Le sifflement de Dagmar, aussi choquant qu'il ait pu paraître, a permis d'interrompre la cérémonie assez rapidement pour que Václav puisse être discrètement évacué et recevoir de l'oxygène médical dans une pièce adjacente. Mais cette version des faits n'a jamais été rendue publique à l'époque. Pourquoi ? La réponse se trouve peut-être dans les luttes de pouvoir qui se jouaient en coulisses au château de Prague. Car Dagmar n'était pas seulement en conflit avec le protocole et les médias. Elle était aussi en guerre ouverte avec un groupe de conseillers présidentiels qui voyaient en elle une menace pour leur influence sur Václav Havel. À la tête de ce groupe se trouvait un homme dont le nom revient constamment dans les témoignages que nous avons recueillis. Ladislav Spacek, le chef du protocole présidentiel depuis 1993. Spacek, un ancien diplomate formé à l'école du protocole soviétique, considérait que le rôle d'une première dame devait se limiter à sourire, à serrer des mains et à se taire. Il avait déjà eu des conflits avec Dagmar dès les premiers mois de son arrivée au château, notamment lorsqu'elle avait osé suggérer des modifications dans l'organisation des réceptions officielles pour les rendre moins rigides et plus humaines, selon ses propres termes. Mais après le sifflement de juin 2001, Spacek a vu une opportunité en or pour affaiblir définitivement l'influence de Dagmar. Selon plusieurs témoins, c'est lui qui a orchestré la campagne médiatique contre la première dame, en fournissant discrètement aux journalistes des informations confidentielles sur d'autres incidents de protocole impliquant Dagmar. Des incidents mineurs, souvent exagérés ou sortis de leur contexte, mais qui, accumulés, créaient l'image d'une femme incontrôlable et inappropriée pour son rôle. Une ancienne journaliste politique, aujourd'hui à la retraite, nous a confié sous le sceau de la confidentialité: Spacek nous appelait régulièrement pour nous glisser des petites histoires sur Dagmar. Il ne disait jamais explicitement qu'il fallait la critiquer, mais il savait exactement comment formuler les choses pour que nous comprenions le message. C'était une manipulation subtile, mais terriblement efficace. Mais pourquoi Spacek détestait-il tant Dagmar ? Était-ce simplement une question de protocole, ou y avait-il quelque chose de plus personnel, de plus sombre dans cette vendetta ? La vérité, comme souvent, est plus complexe et plus troublante que ce que l'on pourrait imaginer. Car Ladislav Spacek n'était pas seulement un gardien rigide du protocole, il était aussi l'un des derniers représentants d'une vieille garde qui avait servi sous le régime communiste avant de se reconvertir habilement dans la nouvelle République tchèque démocratique. Son dossier personnel, que nous avons pu consulter grâce à l'ouverture partielle des archives de la sécurité d'État, révèle qu'il avait été membre du Parti communiste jusqu'en 1989 et qu'il avait occupé des postes diplomatiques dans plusieurs ambassades tchécoslovaques à l'étranger pendant les années 80. Comment un homme avec un tel passé avait-il pu devenir le chef du protocole du président Václav Havel, l'ancien dissident qui avait passé des années en prison pour avoir combattu ce même régime communiste? Cette question, personne ne semblait vouloir la poser publiquement à l'époque. Mais Dagmar, elle, la posait. Et c'est peut-être pour cela que Spacek la considérait comme une menace. Car contrairement aux autres membres de l'entourage présidentiel, qui avaient appris à ne pas trop fouiller dans le passé de leurs collègues pour éviter les situations embarrassantes, Dagmar n'avait pas ces inhibitions. Elle était actrice, pas politicienne. Elle disait ce qu'elle pensait, sans filtre, sans calcul. Et lors d'un dîner privé au château, quelques semaines avant le fameux sifflement, elle avait lancé devant plusieurs invités: « Je trouve fascinant que les mêmes personnes qui organisaient les cérémonies pour les apparatchiks communistes organisent maintenant nos cérémonies démocratiques. On dirait que seuls les portraits au mur ont changé, mais pas les mentalités. » Cette remarque, apparemment anodine, avait été rapportée à Spacek. Et selon plusieurs témoins, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à compiler un dossier sur toutes les « erreurs de protocole » de Dagmar,
en attendant le bon moment pour l'utiliser contre elle. Ce moment est arrivé avec le sifflement. Mais ce que Spacek n'avait pas prévu, c'est que Dagmar ne se laisserait pas faire sans se battre. Car derrière l'image de l'actrice spontanée et émotive, se cachait une femme beaucoup plus forte et stratégique que ses détracteurs ne le pensaient. Dagmar avait grandi dans une famille modeste de Prague, où elle avait appris très jeune à se défendre dans un monde qui ne faisait pas de cadeaux aux femmes ambitieuses. Elle avait construit sa carrière d'actrice pierre par pierre, audition après audition, en affrontant des directeurs de théâtre machistes qui lui disaient qu'elle était trop ordinaire pour les grands rôles. Elle avait survécu à un premier mariage difficile, à des périodes de chômage, à des critiques théâtrales assassines. Elle n'allait certainement pas se laisser détruire par un bureaucrate aigri et une meute de journalistes en quête de scandale. Sa contre-attaque a été brillante dans sa simplicité. Au lieu de présenter des excuses publiques, comme tout le monde l'attendait, Dagmar a choisi de raconter sa version des faits lors d'une interview exclusive accordée à une journaliste indépendante connue pour son intégrité. Cette interview, diffusée 3 semaines après le sifflement, a changé complètement la perception du public. Pour la première fois, les Tchèques ont entendu Dagmar expliquer calmement, sans larmes ni dramatisation excessive, pourquoi elle avait agi ainsi. « J'ai vu mon mari en train de suffoquer. J'ai vu ses lèvres devenir bleues. J'ai vu la panique dans ses yeux. À ce moment-là, je n'étais plus la première dame de la République tchèque. J'étais simplement une femme qui voyait l'homme qu'elle aime en danger de mort. Et j'ai fait ce que n'importe quelle femme aurait fait à ma place. J'ai essayé de le sauver. Si cela fait de moi une mauvaise première dame, alors je l'accepte. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi la vie de mon mari plutôt que le respect d'un protocole absurde. » Ces mots ont touché quelque chose de profond dans le cœur des Tchèques, car au-delà du débat sur le protocole et les bonnes manières, cette histoire posait une question universelle. Jusqu'où doit-on aller pour sauver quelqu'un qu'on aime ? Les sondages d'opinion, qui montraient une semaine après le sifflement que 68% des Tchèques désapprouvaient le geste de Dagmar, ont commencé à s'inverser. Un mois plus tard, 54% des personnes interrogées disaient comprendre et même approuver son action. Les lettres de soutien ont commencé à affluer au château, remplaçant progressivement le courrier haineux. Des femmes de tous âges écrivaient pour raconter leurs propres histoires de lutte pour protéger leur mari, leur père, leur fils. Dagmar était devenue, malgré elle, le symbole d'une forme de résistance féminine contre les règles rigides d'un monde encore largement dominé par les hommes et leurs codes obsolètes. Mais cette victoire dans l'opinion publique n'a pas mis fin à la guerre souterraine qui se jouait au château de Prague. Car Ladislav Spacek et ses alliés n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils savaient que l'émotion publique finirait par retomber et ils attendaient patiemment le prochain faux pas de Dagmar pour relancer leur offensive. Et ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Quelques mois après le sifflement, lors d'une visite d'État en Allemagne, Dagmar a commis ce que ses ennemis ont immédiatement qualifié de nouvelle provocation. Elle a refusé de porter la robe officielle choisie par le protocole pour un dîner avec le chancelier allemand, préférant une tenue plus simple et plus confortable qu'elle avait achetée elle-même dans une boutique pragoise. Ce geste, qui aurait pu passer inaperçu dans n'importe quel autre contexte, a été immédiatement transformé en scandale par les médias conservateurs, avec des titres comme « Dagmar humilie la République tchèque en Allemagne » ou « La première dame préfère ses goûts personnels à l'honneur national ». Ce qui est fascinant dans cette nouvelle polémique, c'est qu'elle révèle à quel point le débat sur Dagmar n'était pas vraiment un débat sur le protocole ou les bonnes manières. C'était un débat sur le rôle des femmes dans la société tchèque post-communiste. Car derrière les critiques apparemment anodines sur ses choix vestimentaires ou ses gestes spontanés, se cachait une question beaucoup plus profonde. Une femme avait-elle le droit d'être elle-même, avec ses imperfections et ses émotions, dans un rôle aussi symbolique que celui de première dame ? Ou devait-elle se transformer en une sorte de statue vivante, parfaite et inexpressive, conforme à un idéal féminin dépassé ? Les générations se sont déchirées sur cette question. Les personnes âgées, qui avaient grandi sous le communisme,
où le conformisme était une question de survie, tendait à penser que Dagmar devait se tenir correctement et respecter les traditions. Les jeunes générations, elles, voyaient en Dagmar une bouffée d'air frais dans un monde politique étouffant, une femme authentique qui refusait de jouer un rôle qui ne lui correspondait pas. Et au milieu de cette tempête médiatique et sociale, il y avait Václav Havel lui-même, l'homme pour qui Dagmar avait brisé tous les codes. Quel était son point de vue sur cette controverse? Soutenait-il publiquement sa femme, ou préférait-il garder le silence pour ne pas envenimer la situation? Les rares déclarations publiques du président sur le sujet ont été d'une prudence diplomatique exemplaire. Ma femme est une personne merveilleuse, qui fait de son mieux dans un rôle difficile. Je lui fais entièrement confiance. Mais que disait-il en privé? Les conversations intimes entre Václav et Dagmar, loin des caméras et des micros, restent l'un des secrets les mieux gardés de cette période. Seuls quelques proches du couple ont pu entrevoir la véritable dynamique de leur relation, et ce qu'ils racontent est à la fois touchant et troublant. Une amie de longue date du couple, qui a requis l'anonymat pour pouvoir parler librement, nous a confié lors d'un entretien exclusif: Václav adorait Dagmar précisément pour ce que les autres lui reprochaient. Sa spontanéité, sa franchise, son refus de jouer un rôle. Il me disait souvent: après des années passées avec une femme parfaite qui ne faisait jamais de vagues, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me rappelle que la vie n'est pas un protocole diplomatique. Mais en même temps, il était conscient que chaque geste de Dagmar avait des conséquences politiques, et cela le mettait dans une position impossible. Il l'aimait pour ce qu'elle était, mais il savait que ce qu'elle était créait des problèmes pour sa présidence. Cette tension entre l'amour personnel et les responsabilités publiques a créé des moments de grande souffrance pour le couple. Des moments que le public n'a jamais vus, mais qui ont profondément marqué leurs dernières années ensemble. Car il faut se rappeler que tout cela se passait alors que Václav Havel était de plus en plus malade. Chaque controverse autour de Dagmar le fatiguait. Chaque article de journal hostile le blessait. Chaque débat télévisé sur l'affaire du sifflement lui rappelait qu'il n'avait plus la force de protéger sa femme comme il l'aurait voulu. Les médecins lui avaient formellement interdit de fumer, mais les témoins racontent qu'il continuait à le faire en cachette, dans les jardins du château, tard le soir, quand personne ne pouvait le voir. C'était sa façon à lui de gérer le stress, de trouver un moment de répit dans une vie devenue un enfer de protocoles, de polémiques et de douleurs physiques croissantes. Et Dagmar, qui le savait, se sentait terriblement coupable. Elle se disait que si elle avait été une première dame plus conventionnelle, plus docile, plus conforme aux attentes, son mari aurait eu une fin de présidence plus paisible, moins tourmentée par les scandales et les controverses. Mais pouvait-elle vraiment changer qui elle était? Pouvait-elle se transformer en cette statue de porcelaine que tout le monde semblait attendre d'elle? La réponse est venue lors d'un événement qui a marqué un tournant dans la perception publique de Dagmar Havlova. En novembre 2002, lors d'une visite dans un hôpital pour enfants de Prague, Dagmar a fait quelque chose que le protocole interdisait formellement. Elle s'est assise par terre, dans le service d'oncologie pédiatrique, pour jouer avec un petit garçon de 6 ans atteint de leucémie. Les photographes présents ont immortalisé ce moment. La première dame de la République tchèque, vêtue d'un tailleur élégant, assise en tailleur sur le sol froid de l'hôpital, tenant dans ses bras un enfant chauve et souriant. Cette image a fait le tour du pays en quelques heures. Et cette fois, même les médias les plus conservateurs n'ont pas pu critiquer ce geste. Car il y a des moments où l'humanité transcende le protocole, où la compassion efface toutes les règles, où une femme qui serre un enfant malade dans ses bras devient plus importante qu'une première dame qui respecte les distances officielles. Cet événement a marqué le début d'une lente réhabilitation de Dagmar dans l'opinion publique tchèque. Les gens ont commencé à comprendre que ce qu'ils prenaient pour de la vulgarité était en réalité de l'authenticité, que ce qu'ils interprétaient comme un manque de respect pour les traditions était en fait un refus de l'hypocrisie. Dagmar n'était pas une mauvaise première dame. Elle était simplement une première dame différente,
une femme qui refusait de sacrifier son humanité sur l'autel des convenances sociales. Et dans un pays qui sortait à peine de 50 ans de mensonges officiels et de façades communistes, cette authenticité avait quelque chose de profondément rafraîchissant, même si elle dérangeait les gardiens de l'ordre établi. Mais revenons à cette nuit de juin 2001, à ce bureau de l'aile est du château de Prague, où Dagmar a été emmenée après son sifflement. Qui est venu la voir pendant ces 45 minutes? Qui lui a parlé? Et surtout, qu'est-ce qui a été dit dans cette pièce pour que ces conversations soient si soigneusement effacées des archives officielles? Le garde qui était posté devant la porte nous a donné un indice troublant. À un moment donné, j'ai entendu une voix d'homme que je n'ai pas reconnue. Ce n'était pas le président Havel, j'en suis certain. Ce n'était pas non plus Spacek, ni aucun des conseillers habituels. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui parlait avec une autorité que je n'avais jamais entendue au château. Et cette voix disait à Madame Havlova quelque chose comme « Vous devez comprendre que certaines choses sont plus importantes que vos sentiments personnels. » J'ai trouvé cette phrase étrange, presque menaçante. Qui était cet homme mystérieux? Un conseiller secret? Un représentant d'une puissance étrangère? Ou quelqu'un d'encore plus inattendu? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que le château de Prague n'était pas seulement la résidence du président. C'était aussi un lieu où se jouaient des jeux de pouvoir complexes, où différentes factions politiques et diplomatiques s'affrontaient en coulisses pour influencer les décisions présidentielles. Václav Havel, malgré son image de dissident intègre et indépendant, était entouré de conseillers qui avaient leurs propres agendas, leurs propres ambitions, leur propre loyauté. Et Dagmar, avec sa spontanéité et son refus de jouer le jeu politique, représentait une menace pour certains de ces acteurs de l'ombre. Car une première dame imprévisible, qui n'hésitait pas à briser les règles pour protéger son mari, était une première dame qui pouvait potentiellement révéler des secrets, dénoncer des manipulations, exposer des hypocrisies. Il fallait donc la contrôler, la discipliner, ou au moins, lui faire comprendre qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Mais Dagmar a-t-elle vraiment compris le message? Ou a-t-elle choisi de l'ignorer? Les mois qui ont suivi le sifflement suggèrent qu'elle a continué à être elle-même, malgré les pressions et les menaces voilées. Elle a continué à visiter des hôpitaux sans prévenir le protocole, à parler franchement aux journalistes, à porter les vêtements qu'elle voulait plutôt que ceux qu'on lui imposait. Et chaque fois, les mêmes critiques revenaient, les mêmes polémiques éclataient, les mêmes débats divisaient le pays. C'était comme si Dagmar et ses détracteurs étaient enfermés dans une danse sans fin, où chaque geste de l'un provoquait une réaction de l'autre, dans une escalade qui ne semblait jamais devoir s'arrêter. Mais cette danse avait un prix. Elle épuisait Václav Havel, elle usait Dagmar elle-même, et elle détournait l'attention du public des véritables enjeux politiques du pays. Et c'est peut-être là le véritable scandale de l'affaire du sifflement. Non pas le geste lui-même, mais la façon dont il a été instrumentalisé par différents acteurs pour servir leurs propres intérêts. Pour les conservateurs, c'était l'occasion de dénoncer la décadence des mœurs et de réclamer un retour aux valeurs traditionnelles. Pour les féministes, c'était l'occasion de dénoncer le sexisme latent d'une société qui jugeait les femmes selon des critères beaucoup plus stricts que les hommes. Pour les opposants politiques de Havel, c'était l'occasion d'affaiblir le président en attaquant sa femme. Et pour les médias, c'était simplement une histoire qui faisait vendre des journaux et générait des audiences. Mais au milieu de tout ce bruit, personne ne semblait vraiment s'intéresser à la question essentielle. Qu'est-ce que cette controverse révélait sur l'état de la société tchèque 10 ans après la chute du communisme? Car le débat sur Dagmar était en réalité un débat sur l'identité nationale tchèque. Quel genre de pays voulaient être les Tchèques? Un pays moderne et ouvert, où les femmes pouvaient être elles-mêmes sans être jugées? Ou un pays conservateur et traditionnel, où les rôles sociaux étaient clairement définis et où toute déviation était sanctionnée? Cette question n'a jamais été vraiment résolue,
et elle continue de diviser la société tchèque aujourd'hui encore. Mais ce qui est certain, c'est que Dagmar Havlova, avec son sifflement et ses provocations involontaires, a forcé ses compatriotes à se poser ces questions inconfortables, à examiner leurs propres préjugés, à réfléchir sur ce qu'ils attendaient vraiment de leurs dirigeants et de leurs symboles nationaux. Et pour cela, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle mérite une place dans l'histoire tchèque moderne. Mais l'histoire de Dagmar ne s'arrête pas au sifflement de juin 2001. Car ce geste n'était que le début d'une série d'événements qui allaient transformer complètement sa vie et celle de son mari. Dans les mois qui ont suivi, la santé de Václav Havel s'est considérablement détériorée. Les hospitalisations sont devenues de plus en plus fréquentes, les apparitions publiques de plus en plus rares. Et Dagmar, malgré toutes les controverses qui l'entouraient, est devenue la gardienne vigilante d'un homme qui s'éteignait lentement. Elle a passé des nuits entières à son chevet, elle a négocié avec les médecins, elle a protégé son intimité contre les intrusions des médias. Et dans ces moments-là, loin des caméras et des polémiques, elle a montré une force et une dignité que même ses plus féroces critiques ont dû reconnaître. Alors, était-elle une actrice ou une dame? La réponse est peut-être qu'elle était les deux, et qu'elle était aussi beaucoup plus que cela. Elle était une femme complexe, imparfaite, courageuse, qui a refusé de se laisser enfermer dans un rôle qui ne lui correspondait pas. Elle était une épouse dévouée, qui a choisi l'amour plutôt que le protocole. Elle était une survivante, qui a traversé des tempêtes médiatiques et des attaques personnelles sans jamais perdre son authenticité. Et elle était, qu'on le veuille ou non, un miroir dans lequel la société tchèque a pu voir ses propres contradictions, ses propres hypocrisies, ses propres peurs face au changement. Mais qui était vraiment Dagmar Havlova avant de devenir première dame? D'où venait cette force qui lui a permis de résister à tant de pression? Et surtout, quel secret de sa vie passée explique les choix qu'elle a faits au château de Prague? Peu de gens savent que jusqu'à sa dernière année de vie, Václav Havel conservait dans son bureau privé un dossier médical marqué du code Q508, strictement personnel, ne pas archivé. Ce dossier contenait les résultats de tous ses examens médicaux depuis 1996, année de la mort de sa première épouse, Olga. Mais il contenait aussi quelque chose de beaucoup plus troublant. Une série de notes manuscrites, rédigées par Dagmar elle-même, détaillant jour après jour l'évolution de la santé de son mari, avec une précision clinique qui aurait fait honneur à une infirmière professionnelle. Ces notes révèlent que dès l'année 2000, soit 1 an avant le fameux sifflement, Dagmar savait exactement à quel point Václav était malade. Elle notait ses taux d'oxygène, ses crises respiratoires nocturnes, les doses de médicaments qu'il prenait en cachette. Elle savait que son mari était en train de mourir lentement, et que chaque apparition publique, chaque discours, chaque cérémonie officielle le rapprochait un peu plus de la fin. Alors pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle laissé le protocole présidentiel continuer à organiser des événements épuisants pour un homme qui aurait dû être hospitalisé? Et surtout, qui d'autre au château connaissait la vérité sur l'état réel du président? Pour comprendre le silence de Dagmar, il faut remonter à une conversation qu'elle a eue avec le médecin personnel de Václav, le docteur Pavel Klener, 3 mois avant le sifflement. Cette conversation, dont nous avons obtenu la transcription grâce à une source médicale qui a requis l'anonymat absolu, révèle un dilemme moral déchirant. Le docteur Klener avait expliqué à Dagmar que si l'état de santé réel du président était rendu public, cela déclencherait immédiatement une crise politique majeure. Les opposants réclameraient sa démission pour raisons médicales, les alliés politiques commenceraient à se positionner pour la succession, et Václav lui-même, cet homme qui avait consacré toute sa vie à servir son pays, serait réduit à n'être plus qu'un malade dont on attend la fin. Madame Havlova, aurait dit le docteur Klener selon cette transcription, vous devez choisir entre 2 formes de cruauté, celle de révéler la vérité et de transformer votre mari en invalide politique, ou celle de garder le secret et de le laisser mourir debout, en président. Dagmar aurait pleuré pendant cette conversation.
Mais elle aurait finalement choisi la deuxième option. Elle a choisi de protéger la dignité de son mari plutôt que sa santé. Mais ce choix avait un prix terrible. Elle devait surveiller Václav en permanence, intervenir discrètement quand il était en danger et supporter seule le poids de ce secret écrasant. C'est ce poids qui explique le sifflement de juin 2001. Ce n'était pas un geste spontané et irréfléchi comme les médias l'ont présenté. C'était le résultat de mois d'angoisse accumulée, de nuits blanches passées à surveiller la respiration de son mari, de terreur constante qu'il ne s'effondre en public et que son secret soit révélé de la pire des façons. Ce soir-là, dans la salle Saint-Venceslas, quand Dagmar a vu les lèvres de Václav devenir bleues, elle n'a pas pensé au protocole ni à sa réputation. Elle a pensé à toutes ces nuits où elle l'avait vu suffoquer dans leur lit, à toutes ces fois où elle avait dû appeler discrètement le médecin en pleine nuit, à toutes ces conversations où Václav lui disait « Je t'en prie, ne les laisse pas me transformer en invalide. Je veux mourir en président, pas en patient. » Le sifflement était sa façon à elle de tenir cette promesse tout en essayant de le sauver. C'était un équilibre impossible entre l'amour et le devoir, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la dignité. Mais ce que Dagmar ne savait pas ce soir-là, c'est que quelqu'un d'autre au château connaissait son secret. Quelqu'un qui avait accès aux dossiers médicaux confidentiels, qui surveillait chacun de ses mouvements et qui attendait le bon moment pour utiliser cette information contre elle. Ce quelqu'un, c'était Ladislav Spacek, le chef du protocole présidentiel. Comment avait-il découvert la vérité sur l'état de santé de Václav? Les témoignages que nous avons recueillis suggèrent qu'il avait placé des informateurs parmi le personnel médical du château, des infirmières et des assistants qui lui rapportaient régulièrement les détails des traitements du président. Cette surveillance médicale secrète était une violation flagrante de la confidentialité médicale et de la vie privée présidentielle. Mais Spacek s'en fichait. Pour lui, l'information était du pouvoir, et connaître les faiblesses du président lui donnait un avantage considérable dans les luttes de pouvoir internes au château. Mais pourquoi Spacek voulait-il ce pouvoir? Qu'espérait-il obtenir en surveillant ainsi le président et sa femme? La réponse se trouve dans un document que nous avons découvert dans les archives du ministère des Affaires étrangères tchèque. Un document classé « confidentiel » jusqu'en 2020. Ce document révèle que Spacek avait des ambitions bien plus grandes que son poste de chef du protocole. Il voulait devenir ambassadeur, idéalement dans un pays occidental prestigieux comme la France ou l'Allemagne. Mais pour obtenir une telle nomination, il avait besoin du soutien total du président Havel. Et pour obtenir ce soutien, il devait se rendre indispensable. Montrer qu'il était le seul capable de gérer les situations délicates qui pouvaient survenir au château. Le sifflement de Dagmar était pour lui une opportunité parfaite. En orchestrant la campagne médiatique contre elle, il se positionnait comme le gardien de l'ordre et de la dignité présidentielle, l'homme qui protégeait la réputation du président contre les frasques de sa femme. C'était une stratégie cynique, mais efficace. Sauf que Spacek avait sous-estimé deux choses. Premièrement, il avait sous-estimé la force de caractère de Dagmar, sa capacité à se battre et à retourner l'opinion publique en sa faveur. Et deuxièmement, il avait sous-estimé la loyauté de Václav Havel envers sa femme. Car malgré toutes les pressions, malgré tous les conseils de ses collaborateurs qui lui suggéraient de mettre Dagmar au pas, le président n'a jamais publiquement critiqué sa femme. Au contraire, lors d'une réunion privée avec ses conseillers quelques semaines après le sifflement, Václav aurait déclaré, selon un témoin présent dans la salle, « Dagmar m'a sauvé la vie ce soir-là. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors vous ne comprenez rien à l'amour, ni à la loyauté. Et si quelqu'un dans cette pièce continue à la critiquer, il peut quitter le château immédiatement. » Ces mots, prononcés par un homme habituellement si diplomate et mesuré, ont glacé l'assistance. Spacek, qui était présent à cette réunion,
a compris qu'il avait perdu cette bataille. Mais il n'a pas abandonné la guerre. Dans les mois qui ont suivi, Spacek a changé de tactique. Au lieu d'attaquer Dagmar frontalement, il a commencé à répandre des rumeurs plus subtiles, plus insidieuses. Des rumeurs sur son passé d'actrice, sur ses relations avec certains metteurs en scène avant qu'elle ne rencontre Václav, sur des incidents lors de tournées théâtrales à l'étranger. Ces rumeurs n'étaient jamais assez précises pour être vérifiables, mais elles étaient suffisamment suggestives pour alimenter les ragots dans les cercles mondains de Prague. Une ancienne actrice qui a travaillé avec Dagmar dans les années 90 nous a confié « Soudainement, des gens que je ne connaissais pas me posaient des questions sur Dagmar. Ils voulaient savoir si elle avait eu des aventures, si elle buvait, si elle prenait de la drogue. C'était absurde, car Dagmar était l'une des actrices les plus professionnelles et les plus sérieuses que j'ai jamais connues. Mais ces questions revenaient sans cesse, comme si quelqu'un orchestrait une campagne de diffamation systématique. Qui était ce quelqu'un ? Les indices pointent tous vers Spacek et son réseau d'informateurs. Mais Dagmar avait ses propres alliés, des gens qui la connaissaient depuis longtemps et qui refusaient de croire ces rumeurs malveillantes. Parmi eux se trouvait une femme dont le témoignage est particulièrement précieux pour comprendre qui était vraiment Dagmar avant de devenir première dame. Cette femme, que nous appellerons Markéta pour protéger son identité, était la meilleure amie de Dagmar depuis l'école de théâtre. Elles avaient partagé un appartement minuscule dans le quartier de Žižkov pendant leurs années de vaches maigres. Elles avaient auditionné ensemble pour des dizaines de rôles et s'étaient soutenues mutuellement à travers les échecs et les déceptions. Markéta connaissait Dagmar mieux que quiconque, et ce qu'elle nous a raconté lors d'une longue interview exclusive bouleverse complètement l'image de la femme vulgaire et impulsive que les médias conservateurs avaient construite. Dagmar était la personne la plus disciplinée et la plus travailleuse que j'ai jamais connue, nous dit Markéta, les yeux brillants d'émotion en évoquant ses souvenirs. Quand nous étions étudiantes, elle se levait tous les matins à 6 heures pour faire des exercices de diction et de respiration. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait trouver sur l'histoire du théâtre, sur les grandes actrices du passé. Elle prenait des notes sur chaque spectacle qu'elle voyait, analysant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Elle n'était pas une actrice instinctive qui comptait sur son talent naturel. Elle était une artisane qui construisait ses performances pierre par pierre, avec une rigueur presque obsessionnelle. Cette description contraste violemment avec l'image de la femme spontanée et incontrôlable que 93 le public connaissait. Mais peut-être que ces deux facettes de Dagmar n'étaient pas contradictoires. Peut-être qu'elle était à la fois disciplinée dans son art et spontanée dans sa vie, capable de contrôler parfaitement ses performances sur scène, tout en refusant de jouer un rôle dans sa vie privée. Markéta nous a aussi raconté un épisode de la jeunesse de Dagmar qui éclaire d'un jour nouveau son comportement au château de Prague. Nous avions 23 ans, et Dagmar venait de décrocher son premier grand rôle dans une pièce importante. Le metteur en scène était un homme puissant et respecté, mais aussi un tyran qui terrorisait ses acteurs. Lors d'une répétition, il a humilié publiquement une jeune actrice, la traitant d'incompétente devant toute l'équipe. Dagmar s'est levée et lui a dit en face qu'il était un lâche qui utilisait son pouvoir pour écraser les plus faibles. Le metteur en scène l'a viré sur le champ. Dagmar a perdu ce rôle qu'elle avait tant désiré, mais elle a gagné quelque chose de plus important: le respect de tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Et l'actrice qu'elle avait défendue ne l'a jamais oubliée. Cette histoire révèle un trait de caractère fondamental chez Dagmar, son incapacité à rester silencieuse face à l'injustice, même quand ce silence aurait été dans son intérêt personnel. C'est ce même trait de caractère qui l'a poussé à siffler dans la salle Saint-Venceslas, à défier le protocole, à refuser de se plier aux exigences de Spacek et de ses alliés. Mais cette intégrité avait un coût. Car dans le monde politique, l'intégrité est souvent perçue comme de la naïveté, et la franchise comme de l'imprudence. Les ennemis de Dagmar au château utilisaient précisément ces qualités contre elle, les présentant comme des défauts qui la rendaient inapte à son rôle de première dame. Et le plus tragique,
c'est que Dagmar elle-même commençait à douter. Les témoignages de ses proches de cette période révèlent une femme de plus en plus épuisée, de plus en plus isolée, de plus en plus consciente que sa présence au château causait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Elle se demandait si Václav n'aurait pas été mieux servi par une épouse plus conventionnelle, plus docile, plus capable de jouer le jeu politique. Elle se demandait si son amour pour lui n'était pas en train de lui nuire plutôt que de l'aider. Ses doutes la rongeaient de l'intérieur, créant une souffrance psychologique qui s'ajoutait à l'épuisement physique de surveiller constamment la santé de son mari. C'est dans ce contexte de fragilité émotionnelle que s'est produit un événement qui a failli briser définitivement Dagmar. En mars 2002, soit 9 mois après le sifflement, un magazine à scandale pragois a publié un article intitulé « Quote, les secrets de jeunesse de la première dame ». L'article prétendait révéler que Dagmar avait eu une liaison avec un acteur marié pendant ses années de théâtre, et que cette liaison avait causé le divorce de cet acteur. L'article était accompagné de photos floues, censées montrer Dagmar et cet acteur ensemble dans des situations compromettantes. C'était un coup bas, une attaque personnelle qui n'avait rien à voir avec son rôle de première dame, mais qui visait à détruire sa réputation morale. Et le plus cruel, c'est que l'histoire était en partie vraie. Dagmar avait effectivement eu une relation avec cet acteur 20 ans plus tôt, mais elle ignorait à l'époque qu'il était marié. Quand elle l'avait découvert, elle avait immédiatement rompu. Mais ces nuances n'intéressaient pas le magazine, qui présentait l'histoire comme une preuve de l'immoralité de Dagmar. La réaction de Dagmar à cet article a surpris tout le monde. Au lieu de se défendre publiquement ou de nier les faits, elle a choisi le silence. Pendant 2 semaines, elle n'a fait aucune déclaration, n'a accordé aucune interview, n'est apparue à aucun événement public. Les spéculations sont allées bon train. Certains disaient qu'elle était effondrée, d'autres qu'elle préparait une contre-attaque juridique, d'autres encore qu'elle envisageait de quitter le château. Mais la vérité était plus simple et plus déchirante. Dagmar était simplement épuisée. Épuisée de se battre, épuisée de se justifier, épuisée de vivre sous le microscope impitoyable de l'opinion publique. Elle passait ses journées dans les appartements privés du couple, refusant de voir quiconque sauf Václav et son médecin. Et c'est pendant ces 2 semaines de silence que quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public tchèque a commencé à se retourner contre le magazine qui avait publié l'article. Car les Tchèques, malgré leur fascination pour les scandales, ont aussi un sens profond de la justice et de la décence. Et beaucoup ont trouvé que cette attaque contre la vie privée de Dagmar dépassait les bornes. Des lettres de protestation ont afflué au bureau du magazine. Des associations féministes ont organisé des manifestations devant les kiosques qui vendaient la publication. Même certains médias conservateurs qui avaient critiqué Dagmar par le passé ont pris sa défense, estimant que fouiller dans sa vie sentimentale d'il y a 20 ans était une forme de harcèlement inacceptable. Et surtout, les femmes tchèques de tous âges et de tous milieux se sont identifiées à Dagmar. Combien d'entre elles avaient eu des relations compliquées dans leur jeunesse? Combien avaient fait des erreurs, aimé les mauvaises personnes, cru des mensonges? L'attaque contre Dagmar était perçue comme une attaque contre toutes les femmes qui avaient un passé imparfait, c'est-à-dire pratiquement toutes les femmes. Cette solidarité féminine spontanée a créé un mouvement de soutien à Dagmar qui a dépassé toutes les attentes. Quand Dagmar est finalement réapparue en public 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie de remise de diplôme dans une école d'infirmières, elle a été accueillie par une ovation debout qui a duré plusieurs minutes. Les étudiantes infirmières, toutes des jeunes femmes, scandaient son prénom et brandissaient des pancartes avec des messages de soutien. Dagmar, visiblement émue, a prononcé un discours court mais puissant. On m'a demandé si j'avais honte de mon passé. Ma réponse est non. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai fait des erreurs, j'ai appris. Et je refuse de m'excuser d'avoir été humaine. Si cela fait de moi une mauvaise première dame, alors je l'accepte. Mais je ne permettrai à personne de me faire honte d'avoir vécu ma vie pleinement, avec tous ses hauts et ses bas. Ces mots ont résonné bien au-delà de cette salle de cérémonie.
Ils ont été repris par les médias, commentés dans les émissions de radio, débattus dans les cafés et les salons. Dagmar venait de transformer une attaque personnelle en déclaration politique sur le droit des femmes à avoir un passé sans être jugées éternellement pour leurs erreurs de jeunesse. Mais qui était derrière la publication de cet article diffamatoire? Le magazine a toujours refusé de révéler ses sources, invoquant le secret journalistique. Mais plusieurs indices suggèrent que l'information provenait de quelqu'un proche du château de Prague, quelqu'un qui avait accès à des détails intimes sur la vie passée de Dagmar. Les soupçons se sont naturellement portés sur Ladislav Spacek et son réseau d'informateurs. Une enquête interne discrète, menée par les services de sécurité présidentielle, a révélé que Spacek avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec le rédacteur en chef du magazine dans les semaines précédant la publication de l'article. Quand il a été confronté à ces preuves, Spacek a nié toute implication, affirmant que ces contacts concernaient des questions de protocole pour d'autres événements. Mais personne n'a vraiment cru à cette explication. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le licencier officiellement. Spacek était protégé par son ancienneté, par ses connexions politiques, et surtout par le fait que Václav Havel, de plus en plus malade, n'avait plus l'énergie de se lancer dans une bataille administrative complexe pour se débarrasser d'un collaborateur toxique. Alors Spacek est resté en poste, continuant à orchestrer le protocole présidentiel, continuant à surveiller Dagmar, continuant à attendre la prochaine opportunité de l'affaiblir. Mais quelque chose avait changé dans la dynamique du pouvoir au château. Dagmar n'était plus seule. Elle avait maintenant le soutien d'une partie significative de l'opinion publique, en particulier des femmes et des jeunes générations. Elle avait aussi gagné le respect de certains collaborateurs du président qui avaient été témoins de sa résilience face aux attaques. Et surtout, elle avait compris quelque chose de fondamental. Elle ne pourrait jamais gagner en essayant de plaire à tout le monde. Elle devait choisir son camp, défendre ses valeurs et accepter que cela signifiait avoir des ennemis. Cette prise de conscience l'a libérée d'un poids énorme. Elle a cessé de s'excuser pour qui elle était. Elle a cessé d'essayer de se conformer à un idéal impossible de première dame parfaite. Elle a décidé d'être simplement elle-même, avec toutes ses imperfections, et de laisser l'histoire juger si c'était suffisant ou non. Cette transformation de Dagmar n'est pas passée inaperçue. Les observateurs politiques ont commencé à noter un changement dans son attitude lors des événements publics. Elle souriait moins, de ce sourire forcé qui avait caractérisé ses premiers mois au château. Elle parlait plus franchement aux journalistes, sans passer par les filtres du protocole. Elle choisissait ses batailles avec plus de discernement, intervenant publiquement seulement sur les sujets qui lui tenaient vraiment à cœur. Les droits des femmes, la santé publique, l'éducation des enfants. Et curieusement, cette authenticité retrouvée l'a rendue plus populaire, pas moins. Les sondages d'opinion de la fin de l'année 2002 montraient que 62% des Tchèques avaient une opinion favorable de Dagmar Havlova, un chiffre en hausse constante depuis le scandale du magazine. Il semblait que le public tchèque, après avoir testé et éprouvé leur première dame non conventionnelle, avait finalement décidé de l'accepter telle qu'elle était. Mais cette acceptation était-elle vraiment sincère, ou n'était-elle qu'une trêve temporaire avant la prochaine controverse? Imaginez que vous êtes l'un des 12 médecins qui connaissaient la vérité sur l'état de santé réel de Václav Havel entre 2002 et 2003. Vous savez que ses poumons fonctionnent à moins de 40% de leur capacité. Vous savez qu'il prend quotidiennement 17 médicaments différents, dont certains ont des effets secondaires si graves qu'ils provoquent des hallucinations nocturnes. Vous savez que chaque matin, avant de se lever, il doit passer 20 minutes sous oxygène simplement pour avoir la force d'affronter la journée. Et vous savez aussi que sa femme, Dagmar, est la seule personne au château qui connaît tous ces détails, qui note méticuleusement chaque symptôme, chaque crise, chaque moment de faiblesse. Maintenant, imaginez que vous devez choisir. Révéler cette vérité au public et déclencher une crise constitutionnelle, ou garder le secret et regarder un homme mourir lentement sous les projecteurs. Qu'auriez-vous fait? Et surtout, comment auriez-vous vécu avec ce choix? Cette question n'était pas théorique pour le docteur Pavel Kleiner et son équipe médicale. Chaque jour, il voyait Václav Havel se détériorer un peu plus. Et chaque jour,
Il devait mentir dans les communiqués officiels. Le président se porte bien, disait-il aux journalistes. Une simple fatigue passagère, expliquait-il, après chaque hospitalisation discrète. Rien d'inquiétant, assurait-il, quand Václav annulait des rendez-vous officiels. Mais dans les couloirs de l'hôpital militaire de Prague, où le président était régulièrement admis sous un faux nom pour éviter les fuites médiatiques, les infirmières chuchotaient une toute autre histoire. Elles parlaient d'un homme qui toussait du sang dans les lavabos, qui tremblait tellement qu'il ne pouvait plus tenir une tasse de café, qui pleurait la nuit, en suppliant qu'on le laisse mourir en paix, plutôt que de continuer ce calvaire public. Et au centre de ce drame médical se tenait Dagmar, cette femme que les médias accusaient de vulgarité, passant des nuits entières au chevet de son mari, apprenant par cœur les noms des médicaments, négociant avec les médecins pour trouver des traitements moins invasifs, et surtout, protégeant farouchement l'intimité de Václav contre tous ceux qui voulaient transformer sa maladie en spectacle politique. Les carnets personnels de Dagmar, découverts après la mort de Václav, et dont des extraits ont été publiés avec l'autorisation de sa succession, révèlent l'ampleur de ce fardeau qu'elle portait seule. À la date du 15 octobre 2002, elle écrit « Václav a fait 3 crises respiratoires cette nuit. La première à 1 heure du matin, la deuxième à 3 heures, la troisième à 5 heures. Chaque fois, j'ai cru que c'était la fin. Chaque fois, il a réussi à reprendre son souffle, mais un peu moins facilement que la fois précédente. Le docteur Klenner dit qu'il faut envisager une hospitalisation permanente. Mais comment puis-je lui faire ça? Comment puis-je le priver de sa dignité, de son rôle, de tout ce qui donne encore un sens à sa vie? Il me répète sans cesse « Je veux mourir en président, pas en patient ». Alors je continue à mentir au monde entier, à sourire aux caméras, à prétendre que tout va bien. Et chaque nuit, je me demande si je suis en train de le sauver ou de le tuer lentement. Ces mots, écrits dans la solitude de ses appartements privés, révèlent une femme déchirée entre l'amour et la responsabilité, entre le désir de protéger son mari et la conscience qu'elle participe peut-être à prolonger inutilement sa souffrance. Mais ce que Dagmar ignorait à cette époque, c'est que quelqu'un d'autre lisait ses carnets. Quelqu'un qui avait accès à ses appartements privés, qui fouillait dans ses affaires personnelles pendant qu'elle accompagnait Václav à ses rendez-vous médicaux. Ce quelqu'un photographiait les pages les plus compromettantes, celles qui détaillaient l'état de santé réel du président, et les transmettait à un réseau d'informateurs qui attendaient le bon moment pour les utiliser. Qui était ce traître? Comment avait-il réussi à pénétrer dans l'intimité du couple présidentiel? Et surtout, que comptait-il faire de ces informations explosives? Les réponses à ces questions ne sont apparues que des années plus tard, lorsqu'une enquête journalistique indépendante a révélé l'existence d'un réseau de surveillance interne au château de Prague. Un réseau qui opérait avec la bénédiction tacite de certains hauts fonctionnaires qui voyaient en Dagmar une menace pour la stabilité du régime présidentiel. À la tête de ce réseau se trouvait, sans surprise, Ladislav Spacek. Mais il n'agissait pas seul. Il avait recruté au fil des années un groupe de collaborateurs loyaux, des gens qui partageaient sa vision d'un château de Prague dirigé selon des règles strictes et immuables, où les émotions personnelles n'avaient pas leur place et où le protocole primait sur tout le reste. Parmi ces collaborateurs se trouvait une femme dont le rôle a été particulièrement crucial dans la surveillance de Dagmar. Vera Souchkova, officiellement assistante personnelle de la première dame, mais en réalité informatrice de Spacek. Vera avait été placée auprès de Dagmar dès son arrivée au château, sous prétexte de l'aider à s'adapter à son nouveau rôle. Mais sa véritable mission était de surveiller chaque geste, chaque parole, chaque écrit de Dagmar, et de rapporter tout ce qui pouvait être utilisé contre elle. C'est Vera qui avait accès au carnet personnel de Dagmar. C'est elle qui les photographiait discrètement, et c'est elle qui transmettait ces informations à Spacek, qui les stockait soigneusement dans un dossier marqué « Incident de protocole strictement confidentiel ». Mais pourquoi Vera avait-elle accepté ce rôle de traîtresse? Qu'est-ce qui pouvait pousser une femme à espionner ainsi une autre femme,
à violer son intimité de manière aussi systématique? La réponse, comme souvent dans les histoires de trahison, est un mélange complexe d'ambition personnelle, de ressentiment et de conviction idéologique. Věra Součková venait d'une famille de diplomates qui avait servi la Tchécoslovaquie communiste avec distinction. Son père avait été ambassadeur à Moscou dans les années 70, sa mère avait travaillé au ministère des Affaires étrangères. Věra avait grandi dans un monde de protocoles rigides, de hiérarchies strictes, de codes de conduite inflexibles. Pour elle, Dagmar représentait tout ce qu'elle détestait: le désordre, l'imprévisibilité, le refus de se conformer aux règles établies. Věra voyait en Dagmar une menace non seulement pour le protocole présidentiel, mais pour tout un système de valeurs qu'elle considérait comme fondamental pour la dignité de l'État tchèque. En espionnant Dagmar, Věra pensait servir son pays, protéger l'institution présidentielle contre une femme qu'elle jugeait indigne de son rôle. Cette conviction idéologique rendait Věra particulièrement dangereuse, car elle agissait non pas par intérêt personnel, mais par ce qu'elle considérait comme un devoir patriotique. Elle ne ressentait aucune culpabilité en lisant les carnets intimes de Dagmar, en photographiant ses notes médicales sur Václav, en rapportant ses conversations privées avec ses amis. Au contraire, elle se voyait comme une gardienne de l'ordre, une protectrice de la dignité présidentielle. Et cette absence totale de remords la rendait impitoyable dans sa surveillance. Rien n'échappait à son regard scrutateur. Les moments où Dagmar pleurait seule dans sa chambre, les disputes conjugales avec Václav sur la gestion de sa maladie, les appels téléphoniques désespérés à ses anciennes amies du théâtre, où elle avouait qu'elle ne supportait plus la pression du château. Tout était noté, tout était rapporté, tout était archivé dans le dossier de Spacek, en attendant le moment opportun pour être utilisé. Ce moment est arrivé en janvier 2003, lors d'un événement qui a failli détruire définitivement Dagmar et précipiter la fin du mandat de Václav Havel. Le président devait prononcer un discours important devant le Parlement européen à Strasbourg. Un discours qui devait être l'un des moments forts de sa présidence finissante. Mais la veille du départ pour la France, Václav a fait une crise respiratoire si grave que le docteur Kleiner a formellement interdit le voyage. Le président était trop faible, trop malade, trop fragile pour supporter un vol de 2 heures et une cérémonie officielle épuisante. Mais Václav, dans un dernier sursaut d'orgueil et de sens du devoir, a insisté pour y aller quand même. « Je ne peux pas annuler », répétait-il à Dagmar et aux médecins. « Ce serait admettre publiquement que je suis fini. Ce serait donner raison à tous ceux qui réclament ma démission. Je dois y aller, même si cela me tue. » Et Dagmar, déchirée entre son amour pour son mari et sa conscience que ce voyage pourrait effectivement le tuer, a finalement cédé. Elle a accepté de l'accompagner à Strasbourg, en exigeant que le docteur Kleiner et une équipe médicale complète voyagent avec eux dans l'avion présidentiel. Le voyage a été un cauchemar. Dans l'avion, Václav a fait 2 crises respiratoires qui ont nécessité l'administration d'oxygène d'urgence. À l'arrivée à Strasbourg, il était si faible qu'il pouvait à peine marcher. Les images officielles de cette visite, soigneusement éditées par le service de presse présidentiel, montraient un Václav Havel souriant et alerte, serrant des mains et prononçant son discours avec assurance. Mais les images non diffusées, celles que seuls quelques photographes accrédités ont capturées et qui ont été immédiatement confisquées par les services de sécurité, racontaient une histoire bien différente. On y voyait un homme au teint cireux, aux lèvres bleuies, aux mains tremblantes, soutenu discrètement par des gardes du corps qui le tenaient par les coudes pour l'empêcher de tomber. On y voyait Dagmar, le visage ravagé par l'angoisse, marchant juste derrière son mari, prête à intervenir au moindre signe de faiblesse. Et on y voyait, dans les coulisses du Parlement européen, le président tchèque effondré sur une chaise, respirant péniblement dans un masque à oxygène, pendant que Dagmar lui tenait la main et que le docteur Kleiner vérifiait frénétiquement ses constantes vitales. Ces images n'auraient jamais dû sortir du cercle restreint des personnes présentes ce jour-là. Mais quelqu'un les a fait fuiter.
Quelqu'un a transmis ces photographies à un magazine français spécialisé dans les révélations politiques, qui les a publiées 3 jours plus tard, avec un titre choc. Le président tchèque mourant que l'Europe n'a pas vu. L'impact a été dévastateur. En quelques heures, les images ont fait le tour du monde. Les médias tchèques, qui avaient jusque-là respecté une forme de censure tacite sur l'état de santé du président, se sont sentis libérés de parler enfin ouvertement de ce que tout le monde savait, mais que personne n'osait dire. Václav Havel était en train de mourir. Et sa femme et son entourage mentaient systématiquement au public sur la gravité de sa condition. Les appels à la démission du président pour raisons médicales se sont multipliés. Les opposants politiques ont accusé Dagmar de manipuler un homme malade pour maintenir son propre statut de première dame. Et même certains alliés de longue date de Václav ont commencé à suggérer qu'il était temps pour lui de se retirer dignement plutôt que de s'accrocher au pouvoir dans un état aussi lamentable. Mais qui avait fait fuiter ces photographies? L'enquête menée par les services de sécurité présidentielle a rapidement identifié la source. L'un des photographes accrédités présents à Strasbourg avait vendu les images au magazine français. Mais ce photographe n'avait pas agi de sa propre initiative. Il avait été contacté avant même le voyage par quelqu'un du château de Prague. Quelqu'un qui lui avait suggéré de prêter une attention particulière au moment où le président serait en difficulté et qui lui avait fourni les coordonnées du magazine français susceptible d'acheter ces images. Ce quelqu'un, selon les témoignages recueillis lors de l'enquête, était un proche collaborateur de Ladislav Spacek. Le piège avait été soigneusement préparé. Spacek savait que Václav insisterait pour faire ce voyage malgré son état de santé. Il savait que Dagmar céderait finalement aux supplications de son mari, et il savait que le président serait en grande difficulté pendant la cérémonie. Il suffisait de s'assurer qu'un photographe complice soit présent pour capturer ces moments de faiblesse et de faire en sorte que ces images soient publiées au moment le plus dommageable possible. C'était le coup le plus vicieux que Spacek ait jamais porté contre Dagmar. Car en révélant l'état de santé réel de Václav, il ne détruisait pas seulement la crédibilité de la première dame, il humiliait publiquement le président lui-même, transformant ses derniers mois de mandat en un spectacle pathétique d'un homme diminué, s'accrochant désespérément au pouvoir. Et le plus cruel, c'est que Spacek savait que Dagmar ne pourrait pas se défendre sans révéler toute la vérité sur les pressions qu'elle avait subies, sur les choix impossibles qu'elle avait dû faire, sur les mensonges qu'elle avait été forcée de dire pour protéger la dignité de son mari. Elle était piégée dans un silence qui la rendait complice d'une tromperie dont elle était en réalité la victime. Comment pouvait-elle expliquer au public qu'elle avait accepté ce voyage contre son jugement, qu'elle avait supplié Václav de rester à Prague, qu'elle avait passé toute la cérémonie de Strasbourg dans une terreur absolue que son mari ne s'effondre devant les caméras du monde entier? Qui la croirait, après des mois de communiqués officiels rassurants sur la santé du président? La réaction de Dagmar à cette nouvelle crise a surpris tout le monde, y compris ses ennemis. Au lieu de se cacher ou de nier les faits, elle a choisi l'offensive. 2 jours après la publication des photographies, elle a convoqué une conférence de presse au château de Prague, sans en informer préalablement le service de communication présidentiel, ni demander l'autorisation de quiconque. Devant une salle bondée de journalistes stupéfaits, Dagmar a fait une déclaration qui restera dans les annales de l'histoire politique tchèque. Oui, mon mari est gravement malade. Oui, nous avons menti sur la gravité de son état. Et oui, j'assume entièrement la responsabilité de ces mensonges. Mais avant de me juger, je vous demande de vous mettre à ma place. Imaginez que vous voyez la personne que vous aimez le plus au monde se battre chaque jour pour respirer, pour se lever, pour continuer à servir son pays malgré une souffrance physique constante. Imaginez qu'on vous demande de choisir entre révéler sa faiblesse au monde entier ou le protéger en mentant. Qu'auriez-vous fait? Moi, j'ai choisi de le protéger. Et je referai exactement le même choix,
même en sachant les conséquences que cela aurait pour moi. Le silence qui a suivi cette déclaration était assourdissant. Les journalistes, habitués aux réponses évasives et aux formules diplomatiques, ne savaient pas comment réagir face à une telle franchise brutale. Dagmar n'avait pas fini. Elle a continué, la voix tremblante d'émotion, mais le regard ferme. On m'accuse de manipuler mon mari pour garder mon statut de première dame. C'est une accusation tellement absurde qu'elle ne mériterait même pas de réponse. Mais je vais quand même répondre, pour que ce soit clair une fois pour toutes. Je déteste être première dame. Je déteste le protocole, je déteste les contraintes, je déteste vivre sous surveillance constante. Si je pouvais redevenir une simple actrice vivant dans un petit appartement de Prague, je le ferais sans hésiter. Mais je ne peux pas abandonner Václav. Pas maintenant, pas quand il a le plus besoin de moi. Alors oui, je vais continuer à mentir sur sa santé si c'est ce qu'il faut pour lui permettre de finir son mandat avec dignité. Et si cela fait de moi une mauvaise personne aux yeux de certains, je l'accepte. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi l'amour plutôt que la transparence. Cette conférence de presse a eu un effet inattendu. Au lieu de déclencher une nouvelle vague de critiques contre Dagmar, elle a créé un moment de réflexion collective dans la société tchèque. Les gens ont commencé à se demander si la transparence absolue était vraiment toujours souhaitable. Si le droit à l'intimité ne devait pas parfois primer sur le droit du public à savoir. Si l'amour conjugal ne justifiait pas certains mensonges. Les débats dans les médias ont pris une tournure plus philosophique, moins accusatrice. Des éthiciens, des psychologues, des philosophes ont été invités à commenter la situation et beaucoup ont défendu le choix de Dagmar, arguant qu'elle se trouvait dans une situation impossible où toutes les options étaient mauvaises et où elle avait simplement choisi la moins pire. Même certains opposants politiques de Václav Havel ont reconnu que Dagmar méritait du respect pour sa loyauté envers son mari, même s'ils continuaient à penser que le président aurait dû démissionner pour raison de santé. Mais au château de Prague, l'atmosphère était devenue toxique. La conférence de presse de Dagmar avait été perçue par Spacek et ses alliés comme une déclaration de guerre. En parlant publiquement sans autorisation, en révélant des informations médicales confidentielles, en assumant la responsabilité des mensonges officiels, Dagmar avait violé toutes les règles du protocole présidentiel. Spacek a immédiatement demandé une réunion d'urgence avec les conseillers du président pour discuter de mesures disciplinaires contre la première dame. Mais cette réunion n'a jamais eu lieu, car Václav Havel, malgré sa faiblesse physique, a trouvé la force de convoquer Spacek dans son bureau privé pour une conversation qui allait changer définitivement la dynamique du pouvoir au château. Que s'est-il dit lors de cette rencontre? Les deux hommes étaient seuls, sans témoin, et aucun d'eux n'a jamais révélé le contenu exact de leur échange. Mais le lendemain, Ladislav Spacek a présenté sa démission de son poste de chef du protocole présidentiel, invoquant des raisons personnelles. Et Vera Souchkova, l'assistante espionne de Dagmar, a été mutée à un poste administratif sans importance dans un ministère périphérique. Pour la première fois en 35 ans, la femme qui était responsable de la garde-robe personnelle de Dagmar Havlova accepte de parler devant les caméras. Ce qu'elle nous révèle sur les derniers mois de la présidence de Václav Havel va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Des conversations privées entre Dagmar et son mari mourant, au plan d'évacuation secret préparé dans l'ombre, en passant par le moment exact où la première dame a compris que quelqu'un au château voulait la détruire à tout prix. Une confession exclusive qui dévoile enfin ce qui s'est vraiment passé derrière les portes closes du château de Prague, dans ces semaines terribles où un homme se battait pour respirer, pendant que sa femme se battait pour le protéger contre ses propres alliés. Qui a finalement gagné cette guerre silencieuse? Et surtout, quel prix Dagmar a-t-elle payé pour sa loyauté absolue envers un homme qui n'avait plus que quelques mois à vivre? Cette femme, que nous appellerons Jana pour protéger sa vie privée, avait un accès unique à l'intimité du couple présidentiel. Chaque matin, elle entrait dans les appartements privés pour préparer les tenues officielles de Dagmar. Chaque soir, elle revenait pour ranger les vêtements portés dans la journée. Et entre ces deux moments,
Elle était témoin de scènes que personne d'autre ne voyait. Václav toussant du sang dans la salle de bain pendant que Dagmar nettoyait discrètement les traces. Les disputes conjugales sur la nécessité d'annuler tel ou tel événement officiel. Les moments de tendresse absolue où le président mourant serrait sa femme dans ses bras en lui murmurant des mots d'amour et de gratitude. Jana se souvient particulièrement d'une conversation qu'elle a entendue par hasard en février 2003, quelques semaines après la démission forcée de Spacek. Václav disait à Dagmar, la voix brisée par l'émotion: « Tu as sacrifié ta réputation pour me protéger. Tu as accepté d'être détesté par la moitié du pays pour que je puisse finir mon mandat debout. Comment pourrais-je jamais te remercier pour ça ?» Et Dagmar répondait, en pleurant: « Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils se protègent mutuellement, même quand le monde entier les juge pour ça. » Mais cette protection mutuelle avait un coût terrible pour la santé mentale de Dagmar. Jana raconte qu'à partir de mars 2003, elle a commencé à remarquer des changements inquiétants dans le comportement de la première dame. Dagmar dormait de moins en moins, parfois seulement 2 ou 3 heures par nuit. Elle perdait du poids de manière alarmante, refusant souvent de manger pendant des journées entières. Elle sursautait au moindre bruit, comme si elle s'attendait constamment à une nouvelle attaque, à une nouvelle trahison. Et surtout, elle parlait de moins en moins, même avec ses amis les plus proches. C'était comme si elle s'était enfermée dans une forteresse intérieure, un lieu où personne ne pouvait l'atteindre ni la blesser. Les psychologues qui ont analysé cette période de sa vie parlent de symptômes classiques de stress post-traumatique. Hypervigilance, insomnie chronique, perte d'appétit, retrait social. Dagmar était en train de s'effondrer psychologiquement, mais elle continuait à jouer son rôle de première dame avec une détermination qui tenait du miracle ou de l'obstination pathologique. Le docteur Kleiner, qui suivait non seulement Václav, mais aussi Dagmar à cette époque, nous a confié lors d'un entretien exclusif qu'il avait sérieusement envisagé de prescrire des antidépresseurs à la première dame. Elle était au bord de la dépression nerveuse, explique-t-il, le regard assombri par ses souvenirs douloureux. Mais elle refusait catégoriquement tout traitement. Elle me disait: « Si je commence à prendre des médicaments pour tenir le coup, cela signifie que j'admets ma faiblesse. Et si j'admets ma faiblesse, mes ennemis auront gagné. » C'était une logique terrible, autodestructrice, mais je comprenais d'où elle venait. Dagmar avait été tellement attaquée, tellement humiliée publiquement, qu'elle s'était convaincue que montrer la moindre vulnérabilité serait interprété comme une preuve qu'elle n'était pas à la hauteur de son rôle. Alors elle serrait les dents et continuait, même quand son corps et son esprit la suppliaient d'arrêter. Cette détermination farouche à ne jamais montrer sa souffrance était à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Elle lui permettait de survivre aux attaques quotidiennes, mais elle l'empêchait aussi de demander l'aide dont elle avait désespérément besoin. C'est dans ce contexte de fragilité extrême que s'est produit l'événement qui allait définitivement sceller le destin de Dagmar dans l'imaginaire collectif tchèque. En mai 2003, lors d'une réception officielle au château de Prague en l'honneur du président polonais, Václav Havel a fait un malaise en plein milieu de son discours de bienvenue. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase, a porté la main à sa poitrine et a commencé à vaciller dangereusement. Les caméras de télévision ont immédiatement coupé la retransmission en direct, mais les 250 invités présents dans la salle ont été témoins de ce qui s'est passé ensuite. Dagmar, assise au premier rang selon le protocole, s'est levée d'un bond et s'est précipitée vers son mari. Elle l'a attrapé juste avant qu'il ne tombe, le soutenant de ses 2 bras avec une force surprenante pour une femme de sa stature. Et là, devant tous ses dignitaires, ses ambassadeurs, ses ministres, elle a fait quelque chose que personne n'oubliera jamais. Elle a porté son mari. Littéralement porté, comme on porte un enfant, le soulevant du sol et le transportant hors de la salle sous les regards stupéfaits de l'assistance. Les images de cette scène, bien que censurées par les médias officiels tchèques, ont été capturées par des photographes étrangers
et ont fait le tour du monde en quelques heures. On y voyait une femme menue, vêtue d'une robe de soirée élégante, portant dans ses bras un homme beaucoup plus grand qu'elle, le visage déformé par l'effort, mais le regard déterminé. C'était une image d'une puissance symbolique extraordinaire. La première dame, vulgaire et inappropriée, se transformait sous les yeux du monde en une figure de force et de dévouement absolu. Les commentaires dans les médias internationaux ont été unanimes. Cette femme que les Tchèques critiquaient depuis des années pour ses manquements au protocole venait de donner une leçon d'amour et de courage à toute l'Europe. Le New York Times a publié un éditorial intitulé « La vraie noblesse n'a pas besoin de protocole ». Le Guardian a écrit « Pendant que les gardiens des bonnes manières débattaient de la longueur appropriée des gants d'une première dame, Dagmar Havlova nous rappelait ce qui compte vraiment. L'amour, la loyauté, le courage de briser toutes les règles pour sauver quelqu'un qu'on aime. » Mais en République tchèque, la réaction a été plus complexe et plus divisée. Les médias conservateurs ont critiqué ce qu'ils appelaient un nouveau scandale de protocole, arguant que Dagmar aurait dû laisser les gardes du corps s'occuper du président plutôt que de créer un spectacle embarrassant devant des invités étrangers. Certains éditorialistes sont allés jusqu'à suggérer que ce malaise était la preuve définitive que Václav Havel devait démissionner immédiatement et que Dagmar, en le portant comme un sac de pommes de terre, selon l'expression choquante d'un chroniqueur particulièrement virulent, avait humilié la fonction présidentielle. Mais cette fois, ces critiques ont été noyées sous une vague de soutien populaire sans précédent. Des milliers de Tchèques ont envoyé des lettres au château pour exprimer leur admiration pour Dagmar. Des femmes de tous âges ont organisé des rassemblements spontanés devant le château, brandissant des pancartes avec des messages comme « Dagmar, tu es notre héroïne » ou « L'amour est plus important que le protocole ». Même certains politiciens conservateurs qui avaient critiqué Dagmar par le passé ont reconnu publiquement qu'elle avait fait preuve d'un courage exceptionnel. Ce moment a marqué un tournant définitif dans la perception publique de Dagmar Havlova. Elle n'était plus la première dame controversée qui divisait le pays. Elle était devenue un symbole de quelque chose de plus profond, de plus universel. Le refus de laisser les conventions sociales dicter nos actions quand quelqu'un qu'on aime est en danger. Les sondages d'opinion réalisés dans les semaines suivant cet incident montraient que 79% des Tchèques approuvaient son geste, un chiffre record qui dépassait même la popularité de Václav Havel lui-même à cette époque. Dagmar était devenue, malgré elle et contre toute attente, l'une des figures les plus aimées de la République tchèque moderne. Mais cette popularité tardive ne pouvait pas effacer les années de souffrance qu'elle avait endurées, les nuits d'insomnie, les attaques médiatiques, les trahisons internes. Le prix qu'elle avait payé pour protéger son mari était gravé dans chaque ride de son visage, dans chaque cheveu blanc apparu prématurément, dans chaque regard hanté qu'elle posait sur les caméras lors des événements officiels. Václav Havel a survécu à ce malaise de mai 2003, mais tout le monde savait que c'était un sursis temporaire. Les médecins avaient été clairs. Le président n'avait plus que quelques mois à vivre, peut-être quelques semaines. Son mandat devait se terminer en février 2003, mais il avait déjà été prolongé de quelques mois pour des raisons constitutionnelles complexes. La question n'était plus de savoir s'il finirait son mandat, mais s'il survivrait assez longtemps pour le faire. Et Dagmar, épuisée physiquement et mentalement, continuait sa veille quotidienne, refusant de quitter le chevet de son mari, même pour les événements officiels les plus importants. Elle avait délégué la plupart de ses fonctions de première dame à des assistantes, ne gardant que les engagements qu'elle jugeait absolument essentiels. Le château de Prague était devenu une sorte de hospice présidentiel, un lieu où un homme mourait lentement, pendant que sa femme le protégeait farouchement contre le monde extérieur. C'est pendant cette période finale que Dagmar a pris une décision qui allait avoir des conséquences durables sur sa vie après la présidence. Elle a commencé à tenir un journal détaillé de ses derniers mois, notant non seulement l'évolution médicale de Václav, mais aussi ses propres pensées, ses doutes, ses peurs, ses moments de désespoir,
et ses rares moments de paix. Ce journal, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de publier, est devenu une sorte de thérapie pour elle, un moyen d'exorciser les démons qui la hantaient. À la date du 15 juin 2003, elle écrit « Václav m'a dit aujourd'hui qu'il était fier de moi, fier de la façon dont j'ai tenu bon malgré toutes les attaques, fier de mon refus de me conformer à ce que les autres attendaient de moi, fier de mon courage de le porter dans mes bras devant le monde entier. » Ces mots m'ont fait pleurer pendant des heures, car pendant toutes ces années, j'ai douté. J'ai douté d'avoir fait les bons choix. J'ai douté d'être à la hauteur. J'ai douté que mon amour pour lui suffise à compenser tous mes manquements au protocole. Mais aujourd'hui, en entendant ces mots de sa bouche, j'ai compris que j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire. Pas pour le public, pas pour l'histoire, mais pour nous deux. Le mandat de Václav Havel s'est terminé officiellement le 2 mars 2003. Il n'y a pas eu de grande cérémonie de passation de pouvoir, pas de discours d'adieu devant le Parlement, pas de célébration publique. Le président sortant était trop malade pour participer à de telles festivités. À la place, il y a eu une brève cérémonie privée au château, en présence seulement de quelques proches collaborateurs et de sa femme. Václav a remis symboliquement les clés du château à son successeur, puis il est retourné dans ses appartements privés, soutenu par Dagmar. Les caméras ont capturé ce dernier moment. Un homme diminué, courbé par la maladie, s'appuyant lourdement sur sa femme qui le guidait doucement vers la sortie. C'était une image mélancolique, mais aussi étrangement belle. Le symbole d'un amour qui avait survécu à toutes les tempêtes, à toutes les controverses, à toutes les trahisons. Après avoir quitté le château de Prague, Václav et Dagmar se sont retirés dans leur maison de campagne à Hradeček, un petit village de Bohême du Nord, où le couple avait passé de nombreux étés heureux avant la présidence. C'était un retour aux sources, un retour à une vie plus simple, loin des protocoles et des caméras. Mais c'était aussi un retour pour mourir. Václav le savait, Dagmar le savait, et ils avaient tous les deux accepté cette réalité avec une sérénité surprenante. Les derniers mois de la vie de Václav Havel ont été marqués par une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il passait ses journées à lire, à écouter de la musique, à recevoir la visite de quelques amis proches. Et surtout, il passait du temps avec Dagmar. Des heures entières où ils parlaient de tout et de rien, se remémorant les moments heureux de leur vie commune, riant de leurs erreurs passées, pleurant sur les occasions manquées. C'était comme si, libéré du poids de la fonction présidentielle, il pouvait enfin redevenir simplement un homme et une femme qui s'aimaient. Václav Havel s'est éteint paisiblement le 18 décembre 2011 dans sa maison de Hradeček, entouré de Dagmar et de quelques proches. Il avait 75 ans. Sa disparition a plongé la République tchèque dans un deuil national. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé devant son cercueil, exposé au château de Prague. Des chefs d'État du monde entier sont venus assister à ses funérailles. Les médias ont consacré des heures d'émissions spéciales à célébrer sa vie, son œuvre, son rôle dans la chute du communisme et la construction de la démocratie tchèque. Mais au milieu de toutes ces célébrations officielles, une question revenait constamment. Quel serait maintenant le destin de Dagmar? Comment allait-elle survivre à la perte de l'homme pour qui elle avait sacrifié tant de choses? Comment allait-elle reconstruire sa vie après avoir passé tant d'années à protéger la sienne? Les premiers mois après la disparition de Václav ont été terribles pour Dagmar. Elle s'est retirée complètement de la vie publique, refusant toutes les interviews, déclinant toutes les invitations à des événements commémoratifs. Elle vivait seule dans la maison de Hradeček, entourée des souvenirs de son mari, incapable de tourner la page. Ses amis proches racontent qu'elle passait des journées entières sans parler à personne, errant dans les pièces vides comme un fantôme. Le docteur Kleiner, qui continuait à la suivre médicalement, s'inquiétait sérieusement de son état mental. Il craignait qu'elle ne sombre dans une dépression profonde dont elle ne pourrait jamais sortir. Mais Dagmar avait survécu à tant de choses qu'elle allait aussi survivre à ça. Lentement,
Très lentement, elle a commencé à reconstruire sa vie. Elle a repris contact avec ses anciennes amies du théâtre. Elle a recommencé à lire, à écouter de la musique, à s'intéresser au monde extérieur. Et surtout, elle a commencé à écrire. Le livre que Dagmar a publié en 2014, 3 ans après la disparition de Václav, a été un événement littéraire majeur en République tchèque. Intitulé simplement Dagmar, c'était un mélange de mémoires personnelles, de réflexions philosophiques sur l'amour et le sacrifice, et de révélations sur les coulisses de la présidence Havel. Le livre a été un succès commercial immédiat, se vendant à plus de 150 000 exemplaires en quelques mois. Mais plus important encore, il a permis à Dagmar de raconter enfin sa version de l'histoire, de répondre à toutes les accusations qui avaient été portées contre elle pendant ces années de première dame, de révéler les trahisons qu'elle avait subies et les choix impossibles qu'elle avait dû faire. Le livre a été salué par la critique pour son honnêteté brutale et son refus de l'auto-apitoiement. Dagmar ne se présentait pas comme une victime, ni comme une héroïne. Elle se présentait simplement comme une femme imparfaite, qui avait fait de son mieux dans des circonstances extraordinairement difficiles. Mais le livre a aussi ravivé d'anciennes controverses. Certains critiques conservateurs ont accusé Dagmar de « salir la mémoire de Václav Havel » en révélant des détails intimes sur sa maladie et ses derniers mois. D'autres ont critiqué ses attaques contre Ladislav Špaček et Vera Součková, qu'elle nommait explicitement comme les principaux responsables de la campagne de diffamation contre elle. Špaček, qui vivait désormais une retraite discrète, a menacé de poursuivre Dagmar en justice pour diffamation, mais il n'a finalement jamais donné suite à cette menace. Peut-être parce qu'il savait que Dagmar avait des preuves de ses actions, des documents qu'elle avait soigneusement conservés pendant toutes ces années et qu'elle était prête à rendre publics si nécessaire. Ou peut-être simplement parce qu'il avait compris que cette bataille était perdue d'avance, que l'opinion publique était désormais fermement du côté de Dagmar, et que toute tentative de l'attaquer ne ferait que renforcer sa position de victime courageuse. Aujourd'hui, plus de 20 ans après le fameux sifflement de juin 2001, Dagmar Havlova vit toujours à Hradeček, dans la maison qu'elle a partagée avec Václav. Elle a maintenant 79 ans. Elle donne occasionnellement des interviews, participe à quelques événements culturels, soutient des causes qui lui tiennent à cœur, comme les droits des femmes et l'accès aux soins de santé. Mais elle reste fondamentalement une personne privée, qui préfère la tranquillité de sa maison de campagne aux projecteurs de la vie publique. Les Tchèques qui la croisent dans les rues du village racontent qu'elle est chaleureuse et accessible, qu'elle s'arrête volontiers pour discuter avec les gens, qu'elle n'a rien perdu de cette spontanéité qui avait tant choqué les gardiens du protocole présidentiel. Elle fait ses courses elle-même au marché local, elle jardine, elle lit énormément. C'est une vie simple, presque ordinaire, très loin du faste et des controverses de ces années au château de Prague. Mais quelle est la véritable leçon de l'histoire de Dagmar Havlova? Était-elle une actrice qui n'a jamais réussi à devenir une dame, comme ses détracteurs l'ont toujours affirmé? Ou était-elle au contraire une femme qui a refusé de sacrifier son humanité pour se conformer à un idéal dépassé de ce que devrait être une première dame? La réponse dépend probablement de qui vous êtes et de ce que vous valorisez. Si vous croyez que les symboles nationaux doivent être parfaits, irréprochables, conformes à des standards rigides de comportement, alors Dagmar était effectivement une mauvaise première dame. Mais si vous croyez que l'authenticité, le courage et l'amour sont plus importants que le respect aveugle des conventions sociales, alors Dagmar était peut-être la meilleure première dame que la République tchèque ait jamais eue. Elle a montré qu'on pouvait être imparfaite et admirable en même temps, qu'on pouvait briser les règles et rester digne, qu'on pouvait être critiqué par la moitié du pays et aimé par l'autre moitié pour exactement les mêmes raisons. L'histoire de Dagmar pose aussi une question plus large sur la place des femmes dans les rôles publics. Pourquoi les femmes sont-elles jugées selon des critères tellement plus stricts que les hommes? Pourquoi un geste spontané d'une première dame provoque-t-il un scandale national, alors que des comportements bien plus problématiques de la part d'hommes politiques sont souvent excusés ou ignorés? Pourquoi l'authenticité
Est-elle perçue comme une qualité admirable chez un homme, mais comme un défaut rédhibitoire chez une femme? Ces questions, que l'affaire Dagmar a mises en lumière de manière si crue, restent d'une actualité brûlante aujourd'hui encore. Dans de nombreux pays, les épouses de dirigeants politiques sont toujours attendues à jouer un rôle décoratif, à sourire sans parler, à être présentes sans être visibles. Dagmar Havlova a refusé ce rôle, et elle a payé un prix terrible pour ce refus. Mais elle a aussi ouvert la voie à d'autres femmes qui, après elle, ont osé être elles-mêmes dans des positions publiques, qui ont osé briser les codes, qui ont osé dire que l'amour et l'humanité sont plus importants que le protocole et les apparences. Il reste cependant une question à laquelle nous n'aurons peut-être jamais de réponse définitive. Que contenaient vraiment ces 17 pages manquantes du protocole présidentiel? Ces pages qui concernaient les conversations qui ont suivi le sifflement de juin 2001. Dagmar elle-même refuse d'en parler, affirmant que certains secrets doivent rester secrets. Mais les rumeurs persistent. Certains disent que ces pages contenaient des révélations sur l'état de santé réel de Václav Havel qui aurait pu déclencher une crise constitutionnelle. D'autres affirment qu'elles révélaient l'existence d'un complot au sein du château pour forcer la démission du président. D'autres encore suggèrent qu'elles contenaient des informations compromettantes sur certains hauts fonctionnaires qui avaient servi sous le régime communiste et qui occupaient toujours des postes importants dans la République tchèque démocratique. Peut-être que la vérité est un mélange de tout cela. Ou peut-être que ces pages ne contenaient rien de si explosif, et que leur disparition est simplement le résultat d'une bureaucratie incompétente plutôt que d'une conspiration élaborée. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Dagmar Havlova continuera à fasciner et à diviser les Tchèques pendant encore de nombreuses années. Elle est devenue une sorte de test de Rorschach national. Ce que vous pensez d'elle en dit probablement plus sur vous-même que sur elle. Si vous la voyez comme une femme vulgaire qui a déshonoré la fonction de première dame, cela révèle peut-être votre attachement aux traditions et aux hiérarchies sociales. Si vous la voyez comme une héroïne courageuse qui a défié les conventions pour protéger l'homme qu'elle aimait, cela révèle peut-être votre valorisation de l'authenticité et de l'amour par-dessus tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que de perspectives différentes sur une histoire complexe et profondément humaine. Dans les archives du château de Prague, il existe une photographie non officielle prise lors des derniers jours de la présidence de Václav Havel. On y voit Dagmar et Václav assis côte à côte sur un banc dans les jardins du château, tenant leurs mains entrelacées, regardant ensemble le coucher de soleil sur Prague. Ils ne sourient pas pour la caméra, ils ne posent pas. Ils sont simplement là, ensemble, dans un moment de paix absolue après des années de tempête. Cette photographie n'a jamais été publiée officiellement, mais elle circule discrètement parmi ceux qui ont connu le couple. Et pour beaucoup, cette image capture mieux que n'importe quel discours officiel ou article de journal ce qu'était vraiment l'histoire de Dagmar et Václav. L'histoire de deux personnes imparfaites qui se sont aimées profondément dans un monde qui exigeait d'eux la perfection, qui ont choisi l'authenticité plutôt que les apparences et qui ont payé le prix de ce choix avec courage et dignité. Chers téléspectateurs, si vous avez suivi cette histoire tragique jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il nous est important de savoir où Dagmar Havlova est encore rappelée. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vérité sur les idoles de l'histoire.